Le ronde sera animé par Vincent Joseph, Bonjour. consultant Europe International à Centre Info. Et pour intervenir, donc trois personnes présentes que vous pouvez apercevoir à l'écran et vous dans la salle, à commencer par Monsieur Serge Schwetzov, directeur général de la fondation JAE pour Jeunesse, Avenir, Entreprise, avec la présentation d'un outil qui porte sur la logique de l'orientation et notamment de l'orientation tout au long de la vie. Également à ses côtés, M. Julien Roudil, directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications, du numérique, de l'intelligence artificielle, donc un campus parisien installé aux abords donc, de la capitale. Et enfin, un troisième intervenant, Monsieur Pascal Chaumette, directeur général de Diagorient, qui est désormais connu, cette plateforme donc gratuite et ouverte à tous en matière d'orientation. Bienvenue dans cette table ronde. Donc, on a un petit peu moins d'une heure pour traiter d'un sujet brûlant, un sujet porteur de beaucoup d'attentes, beaucoup de fantasmes, beaucoup de craintes peut-être aussi. Et on va l'aborder en se basant sur le réel de pratique, le réel d'outils qui sont déjà présents et qui sont portés par les trois intervenants. Donc Régis a présenté. On va aborder cela en trois temps. D'une part, on va partir du réel, de ce qui existe déjà ou de ce qui est dans les cartons mais émergent et déjà existant comme service grâce à l'outil, grâce à l'intelligence artificielle. Dans un second temps, on réfléchira aussi aux limites de cela et aux questions éthiques pour traiter de la place de l'humain par rapport à la machine. Et enfin, on aura un temps un petit peu plus prospectif pour se demander, et demain, alors, si on se projette, qu'est-ce qui pourra émerger. Tout de suite, je passe donc la parole à Julien Roudil et on va traiter d'un premier point de l'intelligence artificielle pour la formation. Qu'est-ce que sont les nouveaux possibles que permettent les outils liés à l'intelligence artificielle pour se former? Donc Julien, vous êtes le directeur du campus des métiers et des qualifications Paul Valéry, qui s'est ouvert récemment, l'année passée, pour l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous utilisez déjà et comment, voilà, quelles sont vos missions par rapport à ça en lien avec la partie formation? Bonjour à tous, toutes et tous. Alors déjà, le campus de l'intelligence artificielle, campus des métiers et des qualifications de l'intelligence artificielle, c'est une création, comme tous les campus des métiers et des qualifications, de la présidente de région et du recteur de région, associé également avec deux membres fondateurs importants, Sorbonne Université et la cité scolaire Paul Valéry, donc cité scolaire dans le 12e arrondissement, de la 6e à la classe prépa, 1400 élèves, grande cité scolaire en cours de rénovation. Le campus des métiers et des qualifications a vocation à développer la filière de formation dans le domaine de l'intelligence artificielle, maths, info, etc., mais également à travailler sur tous les modules pour tous les métiers qui vont évoluer. Donc on pense par exemple à l'industrie, au transport, à la santé, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est sa première mission. Et sa deuxième mission, c'est de travailler à identifier et à développer des projets pour une pédagogie, une formation augmentée avec l'intelligence artificielle. Donc ça, c'était pour parler du campus. Moi-même, je suis agent de Sorbonne Université. Donc on est à la fois au cœur de la recherche en informatique, en sciences cognitives, en sciences de l'éducation. Et en même temps, on est aussi au cœur de la formation, que ce soit sur la partie scolaire avec la cité scolaire Paul Valéry et puis tous les établissements primaires, collèges, lycées avec lesquels on travaille, voie professionnelle et technologique et générale, et également donc avec la partie enseignement sup, que ce soit les IUT, les licences, les masters et les doctorats. Voilà, donc ça c'était pour... et puis évidemment la formation professionnelle continue, on y reviendra puisque c'est un pan qui est important. Voilà, peut-être après, très rapidement, sur la partie IA et formation et pédagogie, peut-être déjà un exemple tout simple qu'on connaît tous, c'est la partie suggestion, recommandation que vous avez par exemple sur vos streamings de télévision, enfin en tout cas de vidéos que vous avez sur vos streamings d'écoute. Là on est sur de l'intelligence artificielle. Ça existe également on parle d'ailleurs de Netflixation de la formation, hein, sur les outils d'e-learning, quand on vous pousse du contenu pour apprendre. Si vous avez atteint l'étape 1, vous avez fait la recette pâte bolognaise, on va vous apprendre la recette
pâte carbonara. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des systèmes de règles qui sont existants déjà depuis de très nombreuses années, puisqu'on fait de l'intelligence artificielle pratiquement depuis plus de 50 ans, voire 70 ans maintenant. Donc pourquoi on en parle beaucoup aujourd'hui? C'est parce qu'il y a l'IA générative qui arrive, mais on reviendra dessus. Donc voilà, donc la partie recommandation, par exemple, sur du travail de formation, c'est des choses aujourd'hui qui existent dans tous les outils et depuis très longtemps. Maintenant, ces systèmes de règles, jusqu'à présent, étaient fermés. C'est-à-dire que les règles étaient paramétrées et il y avait un arbre des possibles qui était déjà indiqué dans la machine. Et si on observait que la personne finalement était un peu originale dans son profil d'apprenant, puisqu'elle apprenait à la fois à faire des pâtes carbonara, mais en même temps elle apprenait aussi à faire des bobounes par exemple, donc elle était sur la cuisine italienne et asiatique, on n'allait pas lui faire une recommandation nouvelle par rapport à une personne qui aurait pu apprendre que la cuisine italienne. Aujourd'hui, l'IA est arrivée avec le machine learning, c'est-à-dire ce sont des algorithmes apprenants qui vont pouvoir s'enrichir de l'ensemble des données de tous les apprenants qui sont connectés à ce logiciel et qui vont devenir du coup un peu plus intelligent dans son système de recommandation parce qu'il va avoir des parcours d'apprenants nouveaux, il va s'auto-enrichir de ces parcours d'apprenants à chaque fois nouveaux et donc devenir plus pertinent, plus intelligent dans son système de recommandation. Voilà, donc ça c'était déjà peut-être pour faire un point très rapide sur la différence entre les systèmes experts basés sur les règles qui sont de l'intelligence artificielle qui existe depuis des années et le machine learning qui sont les algorithmes apprenants intelligents et qui nous permettent d'avoir des systèmes de recommandation beaucoup plus fiables. Autrement dit, Julien, le machine learning, ça veut dire que l'IA pourrait inventer une recette, c'est ça? Elle ne va pas se cantonner à la cuisine italienne. Alors l'IA va plutôt pouvoir inventer un parcours qui n'était pas existant jusqu'à présent. C'est-à-dire, elle va... et puis par exemple, on dit souvent, les Français ressemblent aux Italiens dans la cuisine. Sauf qu'en fait, non, pas du tout. Les Italiens ressemblent beaucoup plus aux Chinois parce qu'ils sont beaucoup plus inventifs et ils osent mélanger des produits avec d'autres. Alors que les Italiens sont plus conservateurs. Vous n'avez pas le droit de manger des pâtes avec de la viande, par exemple. Voilà. Ça, l'IA va le comprendre et va devenir beaucoup plus pertinente dans son système de recommandation, ce qui va permettre à l'apprenant d'aller vers un domaine de compétences qui était assez inattendu pour lui et qui va pouvoir remarquer chez tel ou tel apprenant que finalement il a une appétence ou des possibilités d'aller se former sur tel domaine de formation ou sur tel savoir-faire, parce qu'avec l'ensemble des données qu'il a accumulées, on s'est rendu compte qu'il y avait cette possibilité pour lui. Voilà. Donc on est plutôt sur des nouveaux parcours. Après oui, il y a générative et les chats GPT, je pense que vous avez, après vous me le direz, mais tous essayé de faire un peu de prompt sur ChatGPT, on voit qu'effectivement, il y a de la création de contenu. Donc on peut aussi créer du contenu, mais ça, je pense qu'on y reviendra sans doute un petit peu après. Donc voilà, donc sur la partie après formation, on va revenir dans le détail, mais évidemment que ça permet de modéliser le profil de l'apprenant, de pouvoir lui suggérer des nouveaux contenus, de pouvoir, et on en reparlera aussi, quand on a un groupe d'apprenants, quand on est vraiment dans du présentiel, de pouvoir construire des groupes de besoins ou des groupes de niveau. C'est vrai qu'il y a un débat en ce moment sur le mot qu'on doit choisir. Cette possibilité-là, elle est importante, c'est-à-dire que le système de règles grâce à des chercheurs en sciences de l'éduc ou en sciences cognitives, vous dire que pour l'apprentissage des mathématiques, il y allait avoir 4 groupes de besoins ou 5 ou 6 groupes de besoins, ils étaient rentrés dans les règles. Aujourd'hui, grâce à ces systèmes dynamiques de machine learning, on va pouvoir, en fonction de chaque groupe, définir des groupes de besoins nouveaux. C'est-à-dire que les critères discriminants qui vont faire qu'on va construire tel ou tel groupe de besoins vont changer à chaque groupe, en fonction des données qu'on va récupérer sur son mode d'apprentissage et en fonction des données que l'on récupérera sur les modes d'apprentissage de l'ensemble des apprenants qui utilisent l'outil en question. Voilà. Donc on a l'adaptation au profil, aux façons d'apprendre, au parcours. Est-ce que l'IA permet aussi des nouvelles possibilités par rapport au référentiel, par rapport à des attendus de formation et va savoir adapter des contenus en fonction de pouvoir être paramétré en fonction d'attendus particuliers? Oui, voilà. Alors juste peut-être pour récapituler un peu et puis approfondir. Donc là, on parlait de ce qu'on appelle par exemple l'IA adaptative. C'est-à-dire on parle de learning analytics, donc je vais essayer de récupérer un peu des mots anglais exprès parce que si vous lisez de la presse un peu spécialisée, vous les verrez. Donc c'est bien peut-être qu'on les démystifie aujourd'hui. Donc les learning analytics, c'est vraiment l'ensemble de ces données d'apprentissage qui vont permettre de construire des modèles d'apprenants, d'anticiper par exemple les courbes de démotivation, d'anticiper ce dont il a besoin à tel instant
qu'on lui suggère comme apprentissage pour que ça corresponde précisément au nouveau palier qu'il est en train de franchir et qu'on n'ait pas trop de complexité parce que sinon c'est là qu'il va décrocher. Ça va aussi permettre par exemple de comprendre que tel apprenant a peut-être telle difficulté, voire pourquoi pas, on pourrait parler d'handicap, tel 10, par exemple dyslexie, pour venir suggérer un contenu qui va être adapté à sa situation particulière d'apprentissage, voire de handicap. Donc là, on est vraiment, comme je vous le disais, sur les learning analytics. Après, une fois qu'on a... Et donc, on fait les groupes de niveau, on fait tout ce qu'on vient de se dire. Après, une fois qu'on a identifié ces learning analytics et qui permettent d'avoir des algorithmes qui s'auto-entraînent sur l'ensemble de ces données, on a évidemment la partie aussi IA générative. Donc la partie IA générative qui est souvent entraînée grâce à des LLM, des Large Language Models. Donc là, on parle de ChatGPT ou de Mistral pour les exemples français, ou on parle aussi des outils comme le traitement automatique du langage, le TAL, ou le NLP en anglais. Donc là, on est toujours sur les outils tels que ChatGPT. On parle aussi sur du computer vision, donc de la vue assistée par ordinateur. Donc ça, ce sont tous des outils techniques sur lesquels il y a beaucoup de recherches scientifiques aujourd'hui, dont on voit émerger de manière économique par des apporteurs de solutions tels que OpenAI ou Mistral, pour que vous puissiez les utiliser au quotidien. Mais il y a des startups qu'on appelle EdTech, donc éducation technologique, qui se les approprient effectivement pour faire des offres de solutions pédagogiques et pour, par exemple, on a vu Learning Analytics, on vous pousse un exercice. L'exercice, c'est de rédiger un texte en anglais. Aujourd'hui, les outils tels que ChatGPT peuvent vous corriger ces textes en anglais. Bon, ça, c'est de la traduction, c'est basique, je pense que vous le connaissez, mais c'est pour vous dire, avant, on a l'IA qui va vous demander une catégorie d'exercices bien spécifique à votre profil, elle va pouvoir la générer automatiquement et elle va pouvoir la corriger. Voilà, donc là, j'essaye de balayer l'ensemble des possibles sur la partie IA générative. Et puis, après, bon, il y a la captation de voix, etc., mais je pense qu'on y reviendra après. Tout à fait, merci beaucoup pour ce premier aperçu très complet de ce que permet l'IA pour se former. Alors, on va maintenant réfléchir à l'IA pour s'orienter avec peut-être un point de complexité particulière qui est que quand on parle d'orientation, on parle de subjectivité et de réflexivité et évidemment l'IA permet peut-être des nouvelles choses, mais nécessite aussi de laisser cette place à la réflexion du sujet. Alors, je passe la parole à Pascal Chaumette pour Diagorient. Donc, Diagorient est une start-up d'État qui a été lancée en particulier dans le cadre du programme d'investissement et des compétences. Et vous avez développé des services qui s'appuient sur des algorithmes, des fonctionnalités d'IA pour s'orienter. Tout à fait, avec des modes de recommandation. Mais alors, l'IA, pour nous, n'est absolument pas un prérequis pour s'orienter, évidemment. C'est un outil qui va aider l'accompagnateur. Et la start-up d'État Diagorient, qui est une start-up du ministère du Travail, pour faire une petite présentation, propose un ensemble d'outils qui permettent d'accompagner les personnes en transition. Donc pour nous, les personnes en transition, c'est du monde scolaire jusqu'à des personnes seniors en reconversion. Et pour le monde scolaire, on a un segment très très précis, plutôt des jeunes qui sont en SECPA, en ULIS, et puis des jeunes qui sont en lycée pro en difficulté. Et puis pour le reste, en fait, ce sont plutôt des publics qui sont accompagnés par les services publics de l'emploi. Et donc nos services sont instrumentés par une plateforme numérique, mais donc on a toute une pédagogie à l'accompagnement. Notre volonté, c'est développer une posture actorielle chez les personnes, des comportements d'agentivité, en leur donnant une grammaire qui leur permet d'analyser leurs expériences, qu'elles soient professionnelles ou extra-professionnelles. Et l'idée, c'est de monter comme ça dans un processus réflexif pour qu'elles puissent mettre en avant des expériences et pouvoir élargir des horizons. Et là où on utilise l'instrument technique et où peut se trouver des IA alors, sous la forme d'algorithmes, c'est notamment, par exemple, on s'appuie sur une base de données qui réunit des données de la formation, de métiers, d'activités, de tâches, et qui est donc en fait un concentrateur de données qui sont mises en réseau et qui permettent aux personnes de faire le lien entre des activités qu'elles ont vécues, des compétences et des projections vers des métiers. On n'est absolument pas sur un mode diagnostic-pronostic. C'est-à-dire que les personnes vont apprendre à mettre des mots, à verbaliser des situations qu'elles ont vécues
dans l'approche aidance, dans le bénévolat sportif, en tant que sportif de haut niveau, mais en tant que serveur dans un bar. Et l'idée, c'est de leur apprendre en fait toute une méthodologie qui va mettre en exergue des compétences qui sont liées à des situations et à des activités. Et donc, cette base de données unique qui réunit des données très différentes, par exemple du RNCP, des données statistiques de la DARES, des blocs de compétences, ou bien des typologies d'activités qu'on a recueillies du terrain. Vous voyez, par exemple, tout récemment, on a on a enseigné une nouvelle catégorie qui est l'approche aidance, ou le bénévolat sportif. On a une quantité de témoignages qu'on a renseignés dans la base de données, qui s'est traduite en typologie d'activité des personnes et qu'on a relayé au ROM 4.0 de Pôle emploi et qui lui-même a été relayé vers des blocs de compétences, de diplômes, de certification. Et l'idée là-dedans, c'est vous voyez, on est quand même souvent avec des personnes qui sont dans les croyances limitantes, qui s'interdisent d'aller en formation parce qu'elles ont vécu un chaos scolaire. Donc l'idée, c'est de leur donner un peu de pouvoir d'agir et de les habiliter en fait dans un processus dialogique, dans des situations intersubjectives où l'instrument numérique va apporter en fait un élargissement d'horizon et va leur permettre de se projeter quelque part. Et là où on va un peu plus loin dans la recommandation, c'est qu'on recommande aussi des pistes. Donc là, on traite de la donnée qui nous vient des API de l'État, où on peut se tester dans l'altérité. C'est-à-dire, moi, je pense que l'orientation se fait dans l'altérité, dans l'expérience. D'ailleurs, c'est notre doctrine, la doctrine de Diagoriante, c'est l'expérience accompagnée. Plus tôt on est dans l'expérience, aussi petite soit-elle, plus tôt on va forger en fait une pensée critique, individuelle au sujet en fait de ces centres d'intérêt, du regard de l'autre, et on va comme ça construire en fait une pensée qui va permettre de s'orienter dans une démarche guidante et éducante. Et je disais donc qu'on va au-delà de la recommandation qui vient de l'algorithme, et d'ailleurs on a eu un échange avec Laurent Duclos du ministère du Travail qui est absolument passionnant, je ne sais pas si vous le connaissez. Il nous parlait de cage algorithmique. Et c'est peut-être un sujet pour tout à l'heure, mais voilà, l'algorithme fait des recommandations, mais il s'agit, comme je vous le disais, d'élargir en fait les perspectives et pousser des recommandations qui peuvent être aussi réelles et qui proposent aux personnes de se tester après dans des métiers, dans des situations professionnelles. Donc on est relié à Immersion Facile, qui permet aux personnes de tout de suite engranger vers des expériences réelles. Donc, des nouvelles possibilités ouvertes grâce à la puissance de traitement de données massives, du langage. Est-ce qu'il y a autour de ça aussi d'autres services qui sont en cours de développement sur le traitement du langage ? Oui, là, on travaille avec une équipe, donc on a une équipe de data scientists qui travaille sur une API qui permet en fait de réduire un irritant, de tacler un irritant. C'est-à-dire que nous, on a constaté, par exemple, les jeunes, quand ils ont travaillé, ils ont beaucoup de mal. Alors quand ils sont devant un champ blanc et qu'ils ne sont pas accompagnés, alors nos services sont accompagnés et on privilégie l'accompagnement, mais on a 30% de personnes qui vont en autonomie dans Diagoriante. Il y a à peu près entre 35 et 40 000 personnes sur Diagoriante par mois. Et donc, pour ceux qui ne sont pas accompagnés, quand ils sont devant un champ blanc, nous, on a un problème, en fait, il y a un gap de vocabulaire entre ce qu'une personne renseigne quand elle parle d'une expérience qu'elle a vécue ou quand elle doit renseigner un métier, par exemple, ou bien un diplôme qu'elle veut découvrir ou atteindre. Donc, ce gap, en fait, de vocabulaire peut être réduit par du langage naturel. Donc, on développe une API en langage naturel qui vient chercher, en fait, des connivences sémantiques avec tout un tas de registres de référentiels pour aider les jeunes, notamment qui font des fautes d'orthographe, les jeunes ou les adultes, je veux dire, qui font des fautes d'orthographe, qui, quand ils recherchent un métier, ils mettent des sigles, par exemple, ou ils mettent un secteur. Nous, on voit sur la version, entre guillemets, dite scolaire pour des jeunes en SECPA, quand ils font un stage à Auchan, ils sont incapables de dire ce qu'ils ont fait. Donc, ils mettent Auchan. Donc, nous, on a relayé Auchan tout un tas de niveaux d'activité qui leur sont proches et qui leur permettent très rapidement de faire le lien entre ce qu'ils ont fait et puis l'activité qu'ils ont menée et les compétences souvent implicites qu'ils ont mobilisées, ce qui leur permet de mettre comme ça en surplomb l'expérience et puis d'avoir toujours des mots, du vocabulaire pour expliciter et puis mettre en valeur les compétences qu'ils ont mobilisées. Voilà, donc moteur de langage naturel et qui va être en service pour la bonne alternance, pour France Travail notamment.
Merci pour ces exemples très concrets aussi. Alors, je passe la parole à Serge Schwedzoff, parce qu'on est sur la partie aller au-devant du public, outreach, comme on dit en anglais, l'idée de pouvoir capter des publics qui sont aujourd'hui en dehors des radars. Au niveau de la fondation JAE, Jeunesse Avenir Entreprise, quels sont les services, les innovations que vous avez développées qui s'appuient aussi sur l'IA? Bonjour à tous et à toutes. Rapidement, je me présente et je présente la Fondation JAE. Donc, Serge Schwedzoff, je dirige la Fondation JAE. Alors, la Fondation JAE a deux grandes activités. Une activité plutôt institutionnelle où on va accompagner des projets émergents. On va être sponsor, mécène sur ces projets-là. On va travailler sur le mécénat de compétences. Et puis, une autre activité que j'appellerais plutôt une activité de recherche et développement sociétal, de R&D sociétal, qui couvre en fait trois grands domaines qui sont des domaines stratégiques pour nous. Le premier étant l'éducation à l'orientation. Donc là, ça concerne les jeunes scolaires, qu'ils soient collégiens, lycéens ou universitaires. Le deuxième domaine que l'on couvre, c'est celui de l'insertion professionnelle, là qui concerne tout public. Et dans l'insertion, on va retrouver aussi la réinsertion, puisqu'on travaille aujourd'hui avec les établissements pénitentiaires dans le cadre des fins de peine des détenus et de la réinsertion qui doit en découler, ce qui est un sujet d'actualité en plus. Et le troisième grand domaine que nous couvrons, c'est celui de la transition professionnelle. Sur ces trois domaines, vous avez bien évidemment les intervenants, les conseillers, donc le conseiller en orientation, le conseiller en insertion et le conseiller en évolution professionnelle. Pour couvrir ces trois domaines, donc, nous avons travaillé sur différents outils. Un des outils qui est le plus marquant aujourd'hui, sur lequel on travaille depuis bientôt 4 ans, c'est un outil qui s'appelle Catch-up et qui se décompose en 3 grandes étapes. La première étape étant de permettre la captation des bénéficiaires. Alors, on parle de captation parce qu'on va aussi orienter cet outil sur la captation des jeunes décrocheurs ou des NEETs. Et on a besoin effectivement de leur permettre d'avoir une information en temps réel. Aujourd'hui, ces jeunes-là qui sont en difficulté ne vont plus tellement pousser la porte des structures accompagnantes. Enfin, ça devient de plus en plus difficile. Donc l'idée, c'est d'aller dans leur poche. Aller dans leur poche, c'est permettre effectivement à ces jeunes-là, au travers de leur smartphone, qui est encore un outil de lien social, de pouvoir commencer à réfléchir à leurs projets personnels et professionnels. Alors comment est-ce qu'ils y réfléchissent? Donc cet outil Catch-up, en fait, va mettre à disposition, au travers d'un flashcode, un accès à un chatbot. Et c'est là où vient la notion d'intelligence artificielle. Alors pourquoi un chatbot guidé par une IA? C'est que l'accès à l'information doit se faire de n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Le chatbot permet ça. Et nous avons donc intégré une IA pour permettre aux bénéficiaires de discuter en langage naturel avec tout ce que ça comporte comme difficulté. Et là, l'IA est très aidante pour le coup, c'est-à-dire que lorsque on a, sans le savoir, en face de la machine une personne qui est en difficulté de compréhension, on peut arriver à le détecter par des questions successives et à poser des questions dans la charte Falk. La charte Falk, par exemple, c'est une charte facile à lire et à comprendre qui permet de simplifier en fait, le propos et d'entamer une discussion qui soit plus appropriée en fonction de qui on a en face. Cette IA va qualifier donc à la fois le jeune, donc est-ce que c'est un homme, une femme, et je vous expliquerai pourquoi, en tout cas le genre, va qualifier le besoin, les attentes, autant que faire se peut, et va travailler à fournir une information de premier niveau. Alors je dis bien de premier niveau parce que le principe et le choix qu'on a fait à la Fondation, c'est de faire en sorte que cette IA incite le jeune à demander à être accompagné. Et ça, c'est important. Alors, sur l'ensemble des bénéficiaires qui utilisent l'application Catch-up, beaucoup vont chercher une information de premier niveau et vont se contenter d'une information de premier niveau. Ils la trouveraient de la même manière sur Google ou voire sur ChatGPT
en interrogeant directement le site ChatGPT sur OpenAI. Mais l'idée, c'est justement de pouvoir détecter ceux qui sont en difficulté, en fragilité et qui ont besoin d'un accompagnement. Et à ce moment-là, donc, on rentre dans une approche qui est d'essayer de convaincre ce jeune d'être accompagné. Là, la technologie aide beaucoup parce qu'ils ne sont pas tout de suite en relation avec l'adulte et ils ont l'habitude, par contre, de la relation avec la machine. Et dès lors qu'on a l'acceptation de l'accompagnement, on rentre dans une seconde phase de l'outil Catch-up, c'est ce qu'on appelle la plateforme d'intermédiation. Alors cette plateforme d'intermédiation, elle va permettre de mettre en relation, c'est un peu le mythique de l'orientation, c'est-à-dire de mettre en relation des jeunes avec des structures accompagnantes sur la base de critères prédéfinis. Alors les critères de qualification que l'IA a pu nous amener, mais en même temps les critères de prise en charge de l'établissement accompagnant. Je vous donne un exemple. Le Centre d'information du droit des femmes et des familles va accompagner principalement les femmes, d'où le besoin de connaître le genre. Des missions locales vont travailler avec des jeunes de moins de 26 ans. Donc on a un intérêt à connaître l'âge. Et donc on va avoir une prise en charge qui va s'opérer et on va pouvoir aussi mesurer tous ces bénéficiaires qui ne rentrent pas dans les cases et qui ne sont pas forcément facilement pris en charge par des structures accompagnantes, ce qui est nouveau. J'ai une question du coup. Côté accompagnant, qu'est-ce qui change dans les métiers de l'accompagnement et dans la posture du professionnel du fait de ces outils? Alors, on a deux niveaux. Alors, on a un niveau qui est directement corrélé à l'IA en elle-même, c'est-à-dire que l'IA va aider l'accompagnant dans la démarche d'accompagnement. Bien que cette démarche suit une méthodologie, on travaille avec ce qu'on appelle la DVP, qui est une démarche canadienne, et on fait en sorte qu'en accompagnant, les bénéficiaires puissent se découvrir eux-mêmes, donc travailler sur la connaissance de soi, sur l'estime de soi, sur le sentiment d'efficacité personnelle, sur la connaissance de ses propres compétences et de ses compétences transférables à d'autres métiers le cas échéant, et enfin tout ça pour arriver à découvrir des métiers. Sauf que on a une méthodologie, et là on est dans le procédural, et que bien souvent on sort des procédures, et là c'est tout l'avantage de l'accompagnant, on sort des procédures pour donner des informations qui vont au-delà de ce périmètre purement méthodologique. Et donc là l'IA est une vraie aide pour les accompagnants. Au-delà de ça, donc on a la possibilité aussi de permettre à une IA d'être modérateur par elle-même de la discussion qui peut s'opérer, c'est-à-dire non pas de la discussion qui descend de l'accompagnant vers l'accompagné, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire de l'accompagné vers l'accompagnant. Il nous est arrivé par exemple d'avoir des bénéficiaires qui avaient des difficultés tout simplement d'expression en français. On parle des migrants. Là, on peut avoir une interface IA qui va faire directement la traduction entre la langue natale du bénéficiaire et puis la langue natale de l'accompagnant. Donc voilà quelques exemples en fait de l'utilisation de l'IA dans nos outils. Et pour finir sur l'outil Catch-up, donc la troisième phase, c'est celle de l'accompagnement en elle-même avec un accompagnement à distance qui va permettre, alors là on rentre dans, pour ceux qui connaissent WhatsApp, un petit peu la logique WhatsApp, c'est-à-dire que vous rentrez en discussion avec le bénéficiaire en tant qu'accompagnant, mais vous pouvez intégrer par exemple un conseiller expert parce que vous avez un bénéficiaire qui souhaite parler de mytiliculture. Voilà, il est à Paris, il veut parler de mytiliculture. C'est l'élevage des moules ou de conchyliculture. Et il se trouve que le conseiller n'a pas cette compétence. Donc il va intégrer un conseiller expert qui a la compétence, qui peut-être est sur le bassin d'Arcachon, et il va l'intégrer dans la discussion pour pouvoir amener de l'information supplémentaire, au même titre qu'on va intégrer des proches dans l'échange et qu'on peut intégrer des professionnels en visio pour présenter des métiers. Voilà le contour du projet Catch-up. D'accord, alors je fais le lien avec ce qui a été aussi présenté du côté de Diagorian sur tout ce travail sur le langage pour rendre plus accessible aux personnes accompagnées et élargir finalement les publics bénéficiaires. Du côté de Diagorian, je vais repasser la parole à Pascal Chambette sur
la vigilance à la cage algorithmique et à ne pas être dans une démarche de pronostic, diagnostic. Comment vous voyez et comment vous traitez cette question un peu de l'éthique d'une IA et de la place du conseiller? Mais écoutez, nous, comme je le disais tout à l'heure, le service est accessible gratuitement à tous. Mais nous, ce qu'on vend, entre guillemets, c'est une approche systémique. On s'adresse aux organisations. C'est la PJJ, c'est un établissement scolaire comme un lycée pro, c'est une entreprise par exemple où on va en fait travailler ensemble à changer de posture, se détacher des approches technosolutionnistes et être dans une démarche en fait où on va apprendre aux personnes comment en fait elles peuvent être acteurs des processus de réflexion pour s'orienter. S'orienter dans la vie, c'est à mon avis la chose la plus compliquée pour un individu. Peu importe l'âge, se projeter, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est très lié en fait à sa dimension psychologique, à ses croyances personnelles, souvent ancrées au plus jeune âge. Et travailler sur la présentation, c'est peut-être une chose, mais il y a aussi la créance en soi, le sentiment d'efficacité personnelle, comme on l'évoquait tout à l'heure avec les théories sociales cognitives de Bandura. Tout ça, en fait, fait un mélange de pratiques qui sont parfois mal approchées. Et donc, l'idée, c'est de passer par la formation pour se détacher des approches technocentrées. Vous savez, moi, j'ai été absolument ébahi, dans le mauvais sens du terme, de ce qui s'est passé dans le Michigan, aux États-Unis, dans les services publics de l'emploi, où en fait l'IA a colonisé tous les processus décisionnels de contrôle. Ils ont mis 400 personnes à pied, donc ils les ont virés. Et puis donc c'est l'IA qui a pendant 3 ans déterminé qui il fallait poursuivre, qui il fallait arrêter dans les versements des allocations. Et du coup en fait il y a eu plein d'erreurs. Il y a eu des morts, il y a des gens qui sont suicidés, des gens qui ont été délogés. Et les tribunaux ont été engorgés. Donc finalement il faudrait même voir d'ailleurs le coût... parce qu'en virant 400 personnes, on pensait avoir fait des coups, gagner de l'argent, mais finalement, des tribunaux de l'autre côté ont été engorgés. Donc c'est absolument atroce, ça. Et là, ça, c'est quelque chose qui doit être absolument étudié, jusqu'où on va quand on s'attend à utiliser de l'intelligence artificielle. Là, on est sur des procédures de contrôle, mais là, l'IA, on s'adresse à des humains. Et je pense que ça demande vraiment une réflexion, une éthique, une approche qui soit... je dirais, à la jointure entre la dimension des sciences humaines et des sciences technologies, avec une dimension plus forte pour la dimension anthropologique, anthropocentrée en tout cas. Donc une éthique métier, côté orientation, qui doit cadrer et aussi limiter les usages qu'on peut imaginer de l'IA. Je vais repasser la parole à Julien Roudil pour se poser un peu la même question du côté de la pédagogie, dans les métiers de la pédagogie. Comment on et exploiter l'IA, mais aussi quelles sont les limites à se poser. Oui, alors juste pour compléter, je crois qu'il y a l'algorithme français également sur le système de contrôle pour les bénéficiaires de la CAF qui a été remis en question. Hein, donc on n'est pas à l'abri, même en France, de... Oui. Aux Pays-Bas aussi, il y a eu des gros voilà, problèmes. Donc, je pense qu'effectivement, ça montre aussi toute la nécessité de la régulation. Donc, il y a un pas fort qui est arrivé en France qui s'appelle l'IA Act sur le fait que, sur les niveaux en fait de dangerosité de ces IA en fonction des publics qu'elles ciblent. Et évidemment, les publics dans le domaine de l'éducation, notamment si on parle des enfants, sont ultra sensibles. Donc, il va y avoir des exigences de transparence et notamment sur la manière dont les algorithmes sont entraînés. Donc, je pense... C'est peut-être pas le cas, mais j'imagine que vous êtes déjà sensibilisé à la notion de biais quand on entraîne un algorithme. On va l'entraîner sur des données qui concernent la population, par exemple sur les systèmes de recommandation de carrière. Il y a un biais de genre très important sur le fait que les filles vont pas du tout vers le numérique. Hein. Nous, on essaye d'y travailler tous les jours, donc sans entrer dans le détail, mais on est à peu près à... Si on prend la spécialité NSI, l'enseignement informatique en première et terminale, hein, qui est une des 15 ou 18 spécialités que les jeunes peuvent choisir, il y a à peine 13% des filles aujourd'hui qui choisissent cette spécialité au bac. Donc vous voyez qu'on est très très loin quand même de la parité. Et en fait, si on entraîne nos algorithmes sur l'existence de ces données, dans les systèmes de recommandation, par exemple sur les réseaux sociaux, LinkedIn, etc., on va se retrouver à faire en sorte que les filles se voient proposer seulement à hauteur de 13% de s'orienter dans les carrières numériques. Donc, il y a un moment donné, les personnes qui entraînent les algorithmes, il faut qu'elles se posent la question des données qu'elles vont utiliser pour entraîner ces algorithmes. Donc ça, c'était peut-être pour refaire un petit point technique. Maintenant, sur la partie enjeu au niveau de l'éducation,
Peut-être, donc moi, on se l'était dit en préparant la réunion, je ne suis pas sociologue, donc, et puis je parle du point de vue scientifique. On est entouré de laboratoires de recherche qui travaillent quotidiennement et de manière très intense à faire en sorte que l'intelligence artificielle favorise le progrès scientifique dans la santé, dans la prédiction climatique, dans les humanités numériques, etc. Donc évidemment qu'on est plutôt promoteur de l'intelligence artificielle, sous réserve de tout ce qu'on vient d'évoquer en termes de réglementation. Maintenant, sur la partie éducation, un exemple pour vous donner effectivement à voir ce qui peut être fait par l'État français notamment. Donc, c'est l'intelligence artificielle à l'école, puisque ça existe et de plus en plus. Donc aujourd'hui, on a par exemple le ministère de l'Éducation nationale qui diffuse un appel à projet qui s'appelle P2IA, Partenariat d'innovation pédagogique pour l'intelligence artificielle, qui concerne le cycle 3, c'est-à-dire les enfants CM1, CM2, 6e, pour l'enseignement des mathématiques, du français et des langues vivantes. Donc l'ambition du ministère, c'est de créer, développer, inciter des consortiums qui vont réunir des partenaires publics, académiques et privés. Donc on revient sur les fameuses EdTech, éducation technologique, soit petite ou grosse d'ailleurs. Dans ce domaine, il peut y avoir des éditeurs que vous connaissez, Nathan, Bordas, Belin. Il peut y avoir aussi des beaucoup plus petits. Ils s'associent avec des laboratoires de recherche pour développer des IA à disposition, et c'est bien écrit dans l'appel à projet, de l'enseignant, mais également des élèves. Et alors, comment ça reconfigure justement la place des enseignants? Il va déléguer à l'IA certains enseignements, ou il va être assisté, augmenté par l'IA? Alors, je vous donne un exemple très simple. Enfin, très simple. Je prends 2 minutes pour le développer, mais c'est intéressant, puisqu'en tant que Sorbonne Université, avec 5 laboratoires, notamment un qui est spécialisé, donc laboratoire d'informatique, une équipe qui est spécialisée sur les outils d'intelligence artificielle pour l'éducation, mais aussi des didacticiens des langues, mais aussi des chercheurs qui travaillent sur les sciences cognitives, d'autres qui travaillent sur le machine learning, qu'on évoquait tout à l'heure. On répond à l'appel à projet avec 3 entreprises EdTech, avec donc notamment l'Académie de Paris, les inspecteurs qui sont embarqués, etc. Sur les langues vivantes. Ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, un instituteur doit initier les jeunes à la langue anglaise dès son arrivée à l'école primaire. Sauf qu'en fait, il y a aujourd'hui une très grande majorité d'enseignants qui ont une très mauvaise prononciation, une très mauvaise accent, et nos enfants démarrent l'apprentissage de la langue anglaise avec cette prononciation. À l'INSPE, donc l'ancien IUFM, Institut de formation des maîtres, c'est 24 heures de formation d'anglais quand on veut devenir instituteur, 24 heures par an. Voilà. Et donc on va demander à nos enseignants quand même d'initier les enfants à la langue anglaise, parce qu'il n'y a plus trop d'assistants comme il pouvait y avoir, en tout cas à mon époque, on le voit beaucoup moins. Et donc on travaille avec l'INSPE à développer un outil pour que les enseignants eux-mêmes puissent travailler sur la captation de voix, identifier la manière dont ils prononcent et avoir des feedbacks, des retours personnalisés. Et on ne rentre pas dans la grammaire, on ne rentre pas dans la structure de la langue anglaise, on parle vraiment que de prononciation. Parce qu'on sait que c'est le plus important. Aujourd'hui, nos complexes à parler anglais, ils viennent de là, de l'apprentissage initial. Et on ne parle pas bien en français, on ne sait pas bien prononcer. Voilà, donc cet outil-là qu'on est en train de développer, notre plus grande précaution, avant même de mettre des chercheurs en sociologie qui se posent la question du rapport avec le robot, des enfants, etc. Mais ça, on le fait, évidemment. On met toutes nos précautions éthiques sont mises en avant dans ce type de réponse. Mais là, je le cite en exemple, notre première action sera de former les enseignants dès la formation initiale, donc dès l'INSPE, quand ils commencent à s'initier eux-mêmes à la langue anglaise pour après initier nos enfants dès l'école primaire. Donc notre réponse qu'on est en train de constituer, on espère qu'on sera sélectionné, puisqu'on va faire un beau projet, embarque immédiatement la formation des enseignants avec ces outils, avant tout. Alors pour aborder la dernière séquence, je vous laisse la parole, Julien. Quels sont ce qui peut être imaginé pour demain, après-demain, les grandes fonctionnalités qui seraient liées à l'IA, et qu'est-ce que, d'après vous, ça va pouvoir permettre dans les futurs usages imaginables ou possibles? Oui, c'est ça. Donc, c'est important de se dire qu'aujourd'hui, les technologies ne sont pas encore tout à fait matures. Donc, il y a des porteurs d'offres qui se les approprient. Mais quand on parle de
large language model, elles sont souvent, ces sociétés s'appuient sur le modèle de ChatGPT ou de Mistral, elles n'ont pas leurs propres outils. Donc là-dessus, par exemple, on va se perfectionner. Mais on va se perfectionner aussi sur la vision par ordinateur. C'est-à-dire, on va se perfectionner aussi sur la captation de voix. Quand je parlais de la correction phonétique, aujourd'hui, il y a peu d'IA qui sont entraînés sur la captation de voix. Il y en a qui vont vous dire, oui, vous avez dit le bon mot, mais c'est binaire. Ils ne vont pas vous faire une correction personnalisée pour que vous le reprononciez bien. Il y a 2 prestataires aujourd'hui qui sont sur le marché, mais par exemple, ces outils ne sont pas entraînés sur des voix d'enfants. Donc, la manière dont un enfant parle et dont un adulte parle n'est pas la même. Donc, si on veut que ces outils d'intelligence artificielle puissent être adaptés pour que les enfants apprennent à mieux prononcer les langues, et puis même tout l'imaginaire créatif, éviter la crétinisation devant les écrans, éviter tout ça, il va falloir vraiment qu'on entraîne de nouveaux modèles à partir de nouvelles voies. Et ça, ça demande déjà beaucoup d'entraînement d'algorithmes, développer des nouveaux algorithmes. Et donc, ça prend du temps. Après, si je parle de computer vision, par exemple, si on parle de formation professionnelle, la formation au geste professionnel, demain, quelqu'un pourra s'entraîner. Alors évidemment, je remets toutes les précautions éthiques qu'il faut avoir, mais par exemple, à faire un pansement ou à faire une manipulation en espace dangereux parce que éventuellement irradié ou en grande profondeur ou en hauteur, on va pouvoir simuler les exercices. Et donc l'ordinateur va pouvoir repérer. Je pense aussi, il y a une start-up qui fait ça pour des danseurs. Est-ce que votre chorégraphie, vous la faites bien? L'ordinateur va mesurer si vous faites bien votre chorégraphie et va vous faire une correction personnalisée par rapport à la chorégraphie idéale qu'on aura enregistrée au départ. Donc là on parle de vision assistée par ordinateur. On en est encore au balbutiement parce que ça demande effectivement de progresser énormément en termes de recherche et d'algorithmes qui vont devenir de plus en plus performants. Mais en tout cas, on voit que c'est une progression plus qu'envisageable, notamment pour la formation professionnelle sur le geste. Parce que tout ce qu'on vient de se dire, là, on parle surtout d'acquisition de savoir et pas vraiment d'acquisition de savoir-faire ou même de savoir-être. Et je finis d'ailleurs par dire sur le savoir-être, mais là, je vais alimenter le fantasme un peu anthropomorphisme de l'IA, mais c'est vrai que aujourd'hui, on travaille, il y a des chercheurs en robotique sur l'interaction homme-machine qui travaillent par exemple à la détection des émotions, que ce soit dans la manière d'écrire ou dans la manière de parler, sur la prosodie de la voix. Par exemple, dans la détection des émotions, vous en avez marre parce qu'il pleut tous les jours, vous sortez, il pleut encore aujourd'hui, vous dites super, il fait super beau aujourd'hui. Là, vous avez mis un peu d'ironie et de sarcasme dans la phrase. Aujourd'hui, ChatGPT n'est pas capable de comprendre ce sarcasme. Ou alors, il va réussir à le comprendre en fonction du contexte de la phrase, s'il est largement entraîné sur plein de situations sarcastiques qui vont lui permettre de détecter cette ironie. Que ça soit dans l'écrit ou dans la voix, cette émotion, cette subjectivité que vous pourriez apporter dans votre façon d'écrire ou de parler, on commence à peine à la détecter. Aussi, et ça, les projets P2IA sont envisagés à quel terme? Alors là, sur le P2IA, on doit répondre pour le 3 juin avec une phase de recherche seulement de 15 mois. Donc on est presque plus sur de l'ingénierie que de la recherche. Ils attendent quand même des solutions qui sont déjà assez mûres sur le marché. Et puis clairement, non, on ne va pas s'amuser à aller détecter l'émotion de nos enfants. Alors il reste 5 minutes, donc je passe la parole à Pascal Chaumette pour se projeter toujours sur et demain et après-demain. Qu'est-ce qui pourrait advenir de nouveau? Bon, quand on a préparé cette séance, j'ai dit que jamais je ne vais m'aventurer à me projeter sur des trucs et tirer des plans sur la comète. Ce que je peux dire simplement, c'est que ce n'est pas la technique qui décidera de l'avenir de la technique, mais ce sont des situations d'action, c'est le repérage d'irritants qui vont servir des finalités. Nous, on travaille très concrètement, alors pour revenir sur le sujet de l'orientation, alors orienté système et pas individu, on travaille actuellement avec une équipe qui s'appelle l'Esquad, qui est logée à l'AFPA, et on travaille sur un moteur en fait, qui permet de renseigner les notes d'opportunité de manière plus rapide, à partir de données qui sont collectées massivement d'opérateurs incontournables nationaux comme l'Intercarif, la France Compétences, l'ONICEP, etc. Et tout cet ensemble de données permet de calibrer un langage qui va produire, donc c'est l'IA générative, qui va produire des notes d'opportunité qui vont permettre d'alimenter des certifications. Et l'idée, c'est d'aller plus vite dans la révision de certification des diplômes.
Je crois que c'est tous les 5 ans actuellement. Il y a beaucoup de certifications qui ne sont pas du tout en lien avec le marché de l'emploi d'aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on projette, sur quoi on travaille actuellement. Donc toujours sur l'axe, quelque part, capacité de traitement massif de données et langage que permet l'IA qui est sur les certifications. Merci. Et Serge Schwetzhoff, pour conclure du coup cette partie prospective de votre côté, comment vous imaginez l'avenir? Eh ben, écoutez, on parlait éthique. Moi, j'élargirais un petit peu l'approche sur la notion de confiance. C'est-à-dire que l'éthique s'inclut dans la confiance que l'on se doit d'avoir dans l'IA. On en parlait tout à l'heure. Pascal, comme Julien, parlait effectivement d'expériences malheureuses. On en aura certainement d'autres encore. Donc l'objectif, c'est surtout de bâtir une confiance. Et bâtir la confiance, c'est effectivement travailler sur l'éthique. C'est aussi travailler sur la fiabilité de la donnée. Et pour ce faire, typiquement à JAE, on a l'intention de bâtir notre propre IA, qui est une IA, qui est une déclinaison, en fait, une occurrence en fait, des IA actuelles, mais très centrée orientation. Ce qu'on appelle les GPTs. Les GPTs, en fait, les occurrences d'IA, et qui permettraient effectivement de se baser sur des données, mais des données fiables, des données validées. Validées par les experts, validées par les conseillers, validées par des professionnels. Et à partir de là, on commencera à bâtir une confiance envers l'IA. Et là, on aura gagné, on aura fait un grand pas en avant. Donc ça, c'est l'enjeu de limiter les hallucinations. Absolument. Les effets hallucinatoires. Oui, et effectivement, et limiter aussi les biais qui sont construits au travers de collectes de données par les IA génératives. Et ces collectes de données doivent s'appuyer sur des jeux de données qui sont des jeux de données spéciaux et appropriés au contexte, principalement. Et puis, quand on a préparé, on parlait aussi de possibilités d'orientation par immersion, de découverte de métiers par immersion. Alors là, oui, on est sur un autre sujet qui est beaucoup plus large et dont vous avez certainement entendu parler, qui est le métaverse. En fait, aujourd'hui, on souhaite présenter des métiers, mais présenter des métiers par immersion et non plus uniquement sur une base textuelle ou sur des vidéos, même si les vidéos sont de plus en plus immersives, puisqu'on va chez les professionnels faire des vidéos pour présenter des métiers. L'idée demain, c'est de travailler avec ce qu'on appelle un jumeau numérique. Donc vous allez avoir votre jumeau numérique qui sera sur le métaverse, alors c'est une plateforme, et vous irez par exemple visiter un boulanger. Et ce boulanger aura son jumeau numérique aussi métier, qui sera toujours actif. En fait, ce sont des plateformes qui fonctionnent tout le temps, qui ne sont jamais interrompues dans leur fonctionnement. Et vous allez interroger le boulanger. Donc, s'il n'est pas disponible, lui aura une alerte de toute façon en disant quelqu'un veut discuter avec toi, avec ton jumeau numérique, et auquel cas, il pourra prendre ses lunettes de réalité virtuelle et commencer à discuter en tant que jumeau numérique. Ou bien alors, il laissera faire l'IA, puisqu'il y aura un façonnage entre IA et métaverse, pour présenter son métier sans interaction très marquée. D'accord. Merci beaucoup pour ces exemples très concrets. Je pense que c'est important de sortir du fantasme. Et comme vous l'avez vu, donc on a des nouveaux usages qui s'inventent, qui sont encore à inventer avec toutes ces possibilités liées au langage, à la donnée, à la captation d'images et de sons demain pour de nouvelles interactions. Et surtout, peut-être ce que je souhaiterais retenir ou souligner, il y a une morale de tout ça, il y a une éthique à tenir, à construire, des choix politiques à faire. Et on espère que cela vous a éclairé aussi dans vos propres réflexions. Merci beaucoup tous les trois.